Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ce let's play Warhammer Quest, les amis, un jeu auquel je n'ai jamais joué de ma vie puisque j'ignorais jusqu'à son existence en 95, alors que moi j'étais sur HeroQuest. Eh bien je ne savais même pas que Warhammer Quest existait, et donc je me suis procuré cette boîte il y a quelques années, il y a 2-3 ans, et je voulais vous en proposer une partie, les amis. Donc on va commencer un donjon ensemble. Ça sera une partie un peu test, même si j'ai réalisé quelques tests au préalable pour essayer d'appliquer les règles que j'ai dû assimiler, les règles de base bien sûr, puisque ce jeu propose carrément un livre qui va ensuite vous transporter dans une dimension beaucoup plus importante, puisque ce livre de 200 pages va vous permettre d'effectuer des voyages entre les quêtes, etc. et va ajouter beaucoup de monstres. Vous avez des tableaux partout, vous avez un bordel pas possible. Donc là quand même il y a un livre des règles comme on n'en fait plus aujourd'hui, et c'est bien dommage, hein, c'est bien dommage. Mais dans l'immédiat, nous on va appliquer les règles de base. On va se faire un petit donjon simplement et essayer de s'en sortir, parce que ce n'est pas toujours évident. Voilà, ici nous avons la boîte à dés. Nous allons commencer par déterminer les points de vie de chacun de nos héros, et au fur et à mesure je ferai les présentations et je décrirai un petit peu les règles spéciales et les compétences de chacun. Allez, c'est parti. Donc nous avons un premier jet de dés pour le barbare. C'est parti. Le barbare qui fait 3, 9 et 3, il aura donc 12 2 points de vie d'origine. Calédor le Furieux. Et nous avons ici la case sur laquelle il va falloir écrire les points de vie d'origine et tenir les résultats qui vont être modifiés dans la case en dessous. Mais là, il ne faudra pas l'effacer. Ce sera le total de chacun des guerriers à ne pas dépasser. Nous allons nous occuper du sorcier. C'est parti. Le sorcier fait un joli 4 tout de même. Tout de même, avec un 6, il aura donc 10 points de vie. Chalidor, blanc manteau, voilà son nom. Les amis, nous allons donc passer à l'elfe, qui fait un joli 5. Talion, le Véloce, les amis, qui va donc commencer avec un 12, si je ne m'abuse. Voilà, puisqu'il a un des 6 plus 7 au départ, et nous avons fait un 5. Donc 12 points de vie pour Talion, ce qui est pas mal du tout pour l'instant. On reste dans une moyenne assez sympathique. Le nain qui ne fera que 2, le nain. Voilà, il suffisait d'en parler. Le nain qui n'aura donc que 10 points de vie d'origine. Taurogrim Gurnisson, les amis. Voilà le nom du nain que je lui ai choisi. Alors, le cas échéant, nous pourrions faire un début de campagne par la suite. Mais déjà, on va essayer de se sortir vivant de ce merdier, parce que je vous dis que on est vite submergé d'adversaires dans ce jeu. C'est quand même assez compliqué. Donc, le barbare ici va tenir en général la lanterne. Ce sera toujours le leader, donc le premier à jouer, et celui qui fera les phases d'exploration, donc qui va découvrir les lieux inexplorés. Il a donc cette fameuse lanterne, hein, qui est l'objet du leader, tout simplement, et qui va éclairer la section de donjon où il se trouve et celle qui est adjacente uniquement. Donc s'il y a une jonction en T et qu'il est au milieu de cette jonction, il peut éclairer la partie, les 3 parties qui sont adjacentes en même temps, ce qui est intéressant. Mais ces 3 parties peuvent être aussi immergées de monstres si vraiment la chance n'est pas avec nous.
Règle spéciale, chaque tour avant de combattre, il y a une chance que le barbare devienne berserk. Lancez un dé et ajoutez +1 au résultat pour chaque monstre précédemment tué. Donc le premier tour de combat, nous n'aurons pas généralement +1 à tirer puisque le barbare sera vierge de tout crime. Et voilà. Et donc sur un 6, nous devenons berserk, ce qui va nous permettre d'avoir 2 tours d'attaque, enfin 2 attaques par tour en fin de compte. Voilà. Et donc, le barbare devient berserk jusqu'à la fin du combat. Donc, il peut y avoir 50 gobelins, 30 scaven, j'exagère bien sûr. Mais tant qu'il y a encore un monstre, il est toujours berserk. Par contre, sur un 1, il va frapper ses collègues. Et alors, si vous avez déjà tué des adversaires, vous aurez beau rajouter +1 par figurine comptabilisée, ce sera toujours un échec critique et il va ôter un point de vie à chacun des 3 autres guerriers qui l'accompagnent parce que ce crétin mouline dans le vent tel un abruti. Voilà. Voilà la capacité spéciale du barbare. Le nain, c'est assez intéressant quand même, il faut y faire attention, parce qu'il a une grande hache. Il a déjà une cote de maille lui conférant +1 en endurance. Le barbare, lui, il est en peau de bête, il a +1 aussi en endurance, donc il a 4 au lieu de 3. Et le nain a 5 au lieu de 4, ici, grâce à sa cote de maille. Et en règle spéciale, il peut, avec sa grande hache, lancer un dé supplémentaire pour blesser une fois qu'il a touché. Il choisit le meilleur des résultats et ajoute sa force au résultat, ce qui peut faire très très mal. Puis, s'il obtient un double, il cumule alors le résultat des 2 dés. Alors, il peut faire 2-6, imaginez le carton, hein. Il fait 2-6 plus sa force 3. Il ferait 15 points de dégâts. Ce serait un véritable carton. Par contre, s'il obtient un 1, ce qui est toujours un échec critique, quel que soit le lancer de dés sur ce jeu, il s'empêtre lamentablement dans sa barbe et doit passer le reste de son tour à se relever. Et pendant ce temps, les monstres qui l'attaquent ajoutent +2 à leur jet pour toucher. Voilà, donc voilà, suivant la capacité de combat du nain, bien sûr. Le magicien, lui, ses règles spéciales, eh bien, il a différents sortilèges. Il a une réserve de pouvoir d'origine que l'on va tirer maintenant d'ailleurs. C'est parti. On a 3 points de pouvoir en réserve. Donc ce sont des points de pouvoir qui sont ici, qui vont permettre de compléter le cas échéant. Enfin, ce sont des points de pouvoir qu'il va falloir de toute façon utiliser avec parcimonie, puisque ils vont venir compléter les points, les pouvoirs courants que l'on obtiendra chaque tour dans la phase de pouvoir. Vous verrez en jeu, hein, c'est pas bien compliqué de comprendre cela. Le magicien a donc un parchemin de main de mort qui peut être utilisé sur un monstre et qui inflige 3d6 blessures sans modificateur d'armure, mais qui doit être utilisé avec vraiment parcimonie, puisqu'il ne pourra être utilisé qu'une seule fois. Et d'après ce que j'ai lu, il ne pourra être même utilisé qu'une seule fois durant une campagne. Je peux me tromper, donc si vous pouvez me corriger dans les commentaires, n'hésitez pas. On revient de suite sur le nain parce qu'il est équipé d'une corde, ce qui va pouvoir permettre de sortir d'une fosse. Cette corde est réutilisable, mais à chaque fois qu'elle est utilisée, on doit jeter un D6. Et sur un 1 ou 2, elle se coupe et elle sera inutilisable. A priori, ces objets, donc,
Une fois utilisé, une fois que la corde est coupée, une fois que le parchemin de Maine-Mort est utilisé, et que la potion de soin de l'elfe est bu, eh bien nous ne pourrons pas l'utiliser, plus l'utiliser durant toute la partie du donjon, ça c'est certain, et je crois donc durant une campagne entière, il me semble. Voilà. Nous avons donc l'elfe avec sa potion donc, hein, qui va pouvoir restaurer tous les points de vie perdus d'un guerrier. Cette potion ne peut être utilisée qu'une seule fois avant d'être défaussée. Voilà. Ici, notre cher elfe ne peut jamais être bloqué. C'est-à-dire que il peut se débloquer sans jet de dés, contrairement aux 3 autres aventuriers. Et il a une règle spéciale. Chaque fois qu'un adversaire touche l'elfe, peut tenter d'esquiver le coup, évitant ainsi toute blessure. Lancé un D6 sur un résultat de 6, l'elfe réussit quand même à esquiver le coup ennemi. Chaque tour, l'elfe peut soit tirer avec son arc, soit attaquer au corps à corps avec son épée. L'épée, comme l'arc, inflige un D6 3 blessures lorsqu'une touche est réussie. Cependant, le combat au corps à corps, il doit faire 4. Et tir, il doit faire 4 ou plus. Non, tir, il doit faire 4 ou plus de toute façon. Quelle que soit la capacité de l'ennemi au-dessus. Il doit faire 4 ou plus, hein, de toute façon. Même ici, s'il veut se servir de son arc, il doit faire 4. 4, 4 et jusque-là 4. Voilà. Il doit faire que 4 pour tirer. Au corps à corps, il devra faire 2, 3, 3, 4, mais à l'arc, c'est différent. Voilà, nous avons donc résumé à peu près ça correctement. J'espère que ça a été clair. Si ça ne l'a pas été, eh bien écoutez, tant pis. Tant pis. Voilà. Nous allons donc maintenant procéder au choix de la pièce objectif, les amis, avec ces 4 cartes, ces 5 cartes. Et nous allons en piocher une au hasard pour déterminer quelle sera la pièce objectif. Et c'est l'abîme de feu, les amis, qui a été choisi. L'abîme de feu, donc ici, avec ce beau dragon en or et ce trésor qui fait envie, mais cette tuile sera certainement la dernière pièce du donjon qu'il faudra atteindre. Hein. C'est la pièce objectif, donc on la met de côté dans l'immédiat, et on va venir tout simplement tirer 6 premières cartes donjon, les amis, pour venir faire un premier deck de cartes dans lequel nous allons incorporer cette carte de pièces objectif. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous allons incorporer donc la pièce objectif à l'intérieur. Nous allons remélanger comme ceci. Voilà, voilà, histoire que nous ne sachions pas du tout où elle se trouve. Voilà, ici. Très bien. Nous allons donc repiocher 6 autres cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le reste du deck, on le met de côté. Et nous allons placer le deuxième deck par-dessus le premier. Donc d'ores et déjà, on sait que minimum, on va devoir explorer 6 lieux inexplorés pour atteindre la pièce objectif. Et peut-être que nous en aurons 13 à faire au pire des cas. Voilà, ça c'est fait. Nous allons maintenant prendre notre livret d'aventure, les amis, et nous allons tirer un dé. Hop, et c'est un 5. C'est un 5. Alors, l'abîme de feu, c'est l'œil du dragon, les amis. Ouh là là, l'œil du dragon, les amis. Voilà. Il y a bien des siècles, la forteresse de Karak Asgal tomba aux mains des hordes orques. Dans les derniers temps, avant la chute, les forgerons nains se réunirent tous sous la présidence de leur seigneur.
Leur but était de charmer un dragon qui pourrait vaincre leurs ennemis. Ils érigèrent pour cela une gigantesque statue qui devait agir comme catalyseur magique pour dominer le dragon. Les nains mirent une grande part de leur savoir dans cette réalisation dont la principale source de pouvoir résidait dans les 2 gemmes représentant les yeux. Depuis des années, une guerre faisait rage car 2 seigneurs nains déclaraient être le propriétaire légitime de ces gemmes, qui passaient sans arrêt d'un clan à l'autre selon les fortunes de la guerre. En donnant aux pierres précieuses ce rôle honorifique, les nains espéraient arrêter la dispute pour toujours. Mais les choses ne devaient pas se dérouler ainsi, car un des nains, plein de rancœur, s'introduit dans la chambre des gemmes avant la cérémonie, et voilà l'un des yeux du dragon. Juste après, Karak Asgal tomba aux mains des orques, et le dragon arriva sans être soumis. Les nains réussirent à se sauver en bon ordre et abandonnèrent la cité aux ténèbres et aux intrus. Depuis, le dragon a été tué par un grand héros nain, mais la cité elle-même n'a jamais été libérée de l'emprise des orques et des gobelins. Les nains mettent cette calamité sur le compte du vol, et la légende dit que Karak Asgal restera maudite tant que la gemme ne sera pas remise en place. À présent, la gemme a été retrouvée, et les 3 nains en exil ont donné aux guerriers la permission de tenter de la remettre en place, à condition qu'ils acceptent de rétrocéder la moitié des trésors qu'ils trouvent dans la cité naine. D'accord. Donc, là, on sent quand même qu'on se fait arnaquer. Hein. On sent qu'on se fait bien arnaquer. Les nains et leur fougue pour l'or. Hein. Bon, on verra, les amis, parce que la prochaine description ne contient ni plus ni moins que la description de l'abîme de feu, la dernière donc tuile que l'on aura à explorer pour réussir à bien cette mission. Mais d'abord, il va falloir quand même réussir l'impossible, les amis. Alors, donc, j'ai préparé cette petite plaquette pour la phase de pouvoir de guerrier, de monstre et d'exploration. Ainsi, je place un dé sur la bonne lettre pour savoir où j'en suis. Les amis, nous avons donc tout préparé. Normalement, je suis bon. Je suis bon, les amis. Nous allons pouvoir commencer la première phase d'exploration en tirant une carte donjon. C'est parti. Nous tombons sur un couloir. Nos héros sont donc rentrés dans Karak Asgal, les amis, a priori, et pour remettre les gemmes à la place des yeux du dragon en or, pour lever la malédiction. Fort heureusement, le vrai dragon a été tué, mais ce qu'on en a compris, les lieux sont parsemés et habités de centaines d'orques et de gobelins. Et nous arrivons sur un couloir aux murs de pierre brute qui s'enfonce plus profondément dans les froides ténèbres, les amis. Ok. Donc, ici, nous allons commencer par une phase de pouvoir. Donc, je déplace mon dé, je le mets sur le P pour pouvoir, les amis. C'est parti. Phase de pouvoir, et c'est un 3. Donc, il ne se passe rien, et c'est tant mieux. Phase de guerrier, nous déplaçons donc les guerriers. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Car chacun d'eux ont 4 de déplacement. Et à savoir qu'un guerrier peut se déplacer en diagonale, comme ceci, contrairement à HeroQuest. Et contrairement aussi à HeroQuest, un guerrier bloqué par ses congénères, ses petits camarades, ne peut pas passer.
Même si le nain décidait de le laisser passer, ils ne peuvent pas passer. C'est mort. Voilà. Nous allons donc partir sur une nouvelle phase d'exploration. C'est parti. Un nouveau couloir, les amis, qui est devant nous. Un couloir aux murs de pierre brute s'enfonce plus profondément dans les froides ténèbres. Voilà, une fois de plus, donc, nos petits camarades sont en train de progresser. Les copains, je vérifie juste quelque chose parce que j'ai un doute affreux, mais normalement c'est tout bon. Alors, voilà, phase de pouvoir, phase des guerriers, donc toujours phase de pouvoir avant d'avancer. Pour le coup, dans les couloirs, on ne tire pas d'office de carte d'événement, à moins que sur la phase de pouvoir, nous obtenions un. Ce qui est un échec critique et qui déclenche un événement. Allez, c'est parti. 2, les amis. 2. Pour l'instant, nous n'avons pas d'événement, ce qui est quand même pas mal. Alors, phase des guerriers, donc, nous avançons. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Le nain, un petit peu à la bourre, mais il parvient à suivre, sans se marcher sur la barbe. Ce qui est un exploit en soi. Il est un petit peu chez lui, ici, mais n'a pas l'air de bien connaître les lieux. Bizarrement. Ok, allez, c'est parti. Donc, nous sommes ici. J'ai oublié de mettre une porte, d'ailleurs, pour commencer. Nous avons fait la phase de pouvoir, nous avons fait la phase de guerrier. Il ne se passe rien. Nouveau tour, donc à nouveau une phase de pouvoir, il me semble. Ou c'est une... ouais, je crois que c'est ça. Voilà, c'est parti. Et là, on a un 1, les amis. Première carte événement du jeu, de la partie. Donc voilà. Éboulement. Éboulement. Aïe, 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 aïe. Alors, disposez le pion éboulement dans la section de donjon concernée pour bien indiquer que toute issue est condamnée, à l'exception de celle par laquelle les guerriers sont entrés. Tout guerrier se trouvant encore dans cette section de donjon à la fin du prochain tour meurt enseveli sous les gravats. De même, tous les monstres de la pièce sont écrasés par l'éboulement. Les guerriers tentent de s'échapper. Les guerriers tentent de s'échapper ne sont pas sujets aux règles de blocage dans cette pièce. La pièce est désormais infranchissable. Il est impossible d'y pénétrer. Si cette carte est tirée dans la première pièce du donjon, ignorez-la et tirez immédiatement une autre carte événement. Voilà les amis. Donc... Donc, si je tiens compte de cette carte, nous avons un éboulement qui intervient ici. Voilà, ici. Et donc, nous ne pouvons plus avancer. Il nous faut rebrousser chemin, les amis. Et donc l'aventure est terminée. Cependant, pour les biens de la vidéo, je ne pense pas que je vais appliquer ça. Parce que là, on commence à peine. C'est un petit peu con. Il me faudrait quand même un petit peu de temps pour pouvoir appliquer ce genre d'événement. Je sais que ce n'est pas très bon. Mais je vais quand même ignorer l'éboulement, les amis. Parce que sinon c'est la fin de l'aventure purement et simplement. Donc on va ignorer
cet événement. Ok. Et on va tirer une autre carte événement. Pour jouer quand même le jeu, faut pas déconner. Et donc, à la place, nous avons un des 6 lanciers gobelins et un des 6 archers gobelins, les amis, qui vont venir nous rendre visite. C'est parti, donc, je vais mettre en place les monstres. Suivra une phase de guerrier et une phase de monstre. Voilà, je crois que c'est ça. Allez, c'est parti, donc, nous avons ici... 2 lanciers gobelins qui viennent ici se mouvoir parmi nous. Et les archers, il y en a 4. Bon, on s'en sort plutôt bien, j'ai envie de dire. Surtout que la carte événement... ne signifie pas de tirer une nouvelle carte événement, je crois. Donc c'est très bien. Veuillez m'excuser pour l'éboulement, mais bon, c'est un petit peu dommage pour les biens de la vidéo. C'est la première vidéo que je fais sur Warhammer Quest. De suite, il aurait fallu être bloqué. Alors bon, c'est un petit peu dommage. Donc nous allons voir avec ces pions comment disposer les lanciers gobelins. Déjà les gobelins archers, ils sont 1 pour 1 ici. Et donc vu que ce sont des créatures qui utilisent leur arc, ils ne viennent pas adjacents au héros. Donc il y en a 1 pour 1, toujours de manière équitable. Et lorsque il n'est pas possible d'être équitable de manière générale pour les 2 lanciers gobelins, en l'occurrence nous allons utiliser les pions de guerriers. Allez, c'est parti. Donc c'est l'elfe et le barbare qui vont prendre un lancier gobelin, chacun adjacent. Voilà. Comme ça on sait à peu près où on en est, les amis. C'est très bien. Donc, l'elfe a cette fameuse capacité de se débloquer automatiquement. Parce que l'elfe, s'il est bloqué, ne peut même pas tirer à l'arc. Hein, il ne peut rien faire, mais il sera plus efficace quand même au corps à corps, malgré tout. Donc, c'est la phase donc, des guerriers. Nous allons donc opérer la première castagne de ces souterrains nains antiques, les amis. Donc je vais jouer avec le barbare pour commencer, je pense. Alors on va tirer 2 dés. Le premier sera pour tenter de toucher l'adversaire et le second sera les blessures occasionnées. Nous allons tirer un premier dé pour savoir si le barbare rentre berserk, les amis. 1. Il fait 1. Alors ce sale con remue son épée dans tous les sens comme un abruti et vient blesser ses camarades de 1 point chacun. Voilà. Ça c'est fait, donc c'est un échec critique. Le nain tombe à 9. L'elfe tombe à 11. Le magicien tombe à 9 également. Et Calédor est le seul, ce guignol, à ne pas se blesser. Voilà. Encore heureux. Bon, voilà, c'est un échec critique hein, d'entrée de jeu. Donc, il ne touche personne d'autre que ses camarades. Ça, c'est réglé. Voilà, ça donne le ton. Il est con comme un balai, hein, ce pauvre type. C'est absolument délicieux. Bon, nous allons faire jouer l'elfe en second, puisqu'il a l'initiative la plus haute derrière... l'éclairé barbare, hein, qui n'a pas l'initiative la plus grande, mais qui va explorer en premier tout le temps. Donc peut-être ça aurait été même à l'elfe de jouer en premier, mais enfin, ce n'est pas grave. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs comment ça se passe, pour ceux qui s'y connaissent mieux que moi. Est-ce que lors d'un combat, c'est quand même l'elfe qui commence dans la phase des guerriers, puisqu'il a l'initiative la plus haute, suivi peut-être suivi ouais, du barbare et du magicien et du nain.
Voilà, c'est peut-être ça. Parce que lors d'une exploration, oui, le barbare est en premier, mais lors du combat, il n'est pas en initiative. Alors j'ai fait jouer le barbare en premier, je me suis peut-être trompé. La prochaine fois, je suivrai l'ordre d'initiative, et ce sera l'elfe qui jouera le premier. Allez, nous allons donc essayer de toucher les gobelins. Donc ont une endurance de 3. Attendez, que je réfléchisse. La capacité de combat, ah non, de 2, voilà. Et donc l'elfe doit réaliser 3 ou plus pour toucher avec le dé noir. Chaque fois qu'un adversaire le touche, l'elfe peut tenter, alors ça c'est ok, il peut soit tirer là, nanana, soit... Ok, très bien, allez c'est parti donc. L'elfe ne fait que 2 et 1, hein, donc il ne fait absolument rien du tout. Je pense que je suis sur un groupe de bras cassés, hein. De toute façon, je pense que c'est ça la vérité. Ok, le nain... Non, c'est le magicien en plus. Hein. Le magicien va se déplacer d'une case et essayer de toucher le gobelin archer qu'il y a derrière lui. Hein, toujours de la même manière. Donc lui, il doit faire 4 ou plus pour toucher. Il fait 6, c'est pas mal. Il fait 1 par contre en blessure. Il rajoute donc sa force. Il est à 3. Il fait 4 moins 2. Non, l'endurance c'est combien? Ils ont 3 en endurance. Donc il blesse de 1 le gobelin. Voilà, il ne blesse que de 1 le gobelin. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas énorme du tout même. On va mettre un petit dé à côté de l'archer gobelin pour s'en souvenir. Ici, tac, voilà. Et le gobelin, donc cet archer gobelin, il ne lui reste qu'un point de vie. Le nain. Le nain va s'approcher du deuxième archer gobelin. Et il va devoir faire 3 ou plus pour toucher. Il fait 3 et 6 en plus pour blesser. Donc attendez, parce qu'en plus il doit donc il fait 3, il touche, ça c'est sûr, mais voilà, il fait 6 de toute façon, mais je lançais le deuxième dé au cas où il fasse un double 6, hein, parce que là c'était royal. Donc il fait 6 plus... Alors, plus sa force, lui, il fait. Donc, 6 plus 3. 7, 8, 9. Bon, quoi qu'il en soit, il étale le gobelin ici, hein, ça c'est certain. Mais je cherche le... D'accord, il a juste sa force. Ok, très bien. Ok, formidable. Donc on a étalé un gobelin archer. Très bien. On a une phase de monstre qui va commencer, les amis. Alors, c'est parti. Donc, nous allons commencer par le barbare, j'imagine. Je ne sais même pas. Donc, de la même manière, hein, un dé. Donc, les lanciers, eux, doivent faire la capacité de combat du barbare et de 3. Le lancier gobelin doit faire 4 ou plus pour toucher. D'après ce que je comprends. C'est parti. Il ne fait que 1, donc il ne touche pas. Corrigez-moi dans les commentaires, bien sûr, si vous pensez que je me trompe. Ce sera quand même avec plaisir que je me corrigerai. L'archer gobelin derrière, qui a le barbare également, va essayer de toucher avec sa capacité de tir. Donc, les archers gobelins doivent obtenir 5 ou plus pour toucher. Ok, allez, c'est parti. Alors, il a fait 6, cet enfoiré de gobelins. Il arrive à décocher une flèche au-dessus de son camarade. Et
à toucher le barbare. Les archers gobelins doivent obtenir 5 ou plus pour toucher. Un arc gobelin a une force de 1 et cause 1 des 6 plus 1 de blessure. Donc il a 5 moins l'endurance de notre barbare. Le barbare perd 2 points. 2 points de vie. Donc il tombe à 10. Voilà, c'est de bonne guerre. Hein. C'est de bonne guerre. C'est une catastrophe. Ok. Ok. Très bien. Nous avions un point de pouvoir sur ce tour, donc inutile de vouloir lancer un sortilège dans l'immédiat. Le lancier gobelin ici va tenter de toucher l'elfe. Allez, c'est parti. L'elfe a une capacité de combat de 4. Donc, le lancier va devoir faire 4 ou plus pour toucher. Ce qui ne veut rien dire, bien sûr. Ils peuvent attaquer à 2 cases de distance. Il y aura même les guerriers, les monstres trouvant. Ok, allez, c'est parti. 4 ou plus. Il fait 4. Il fait 1. Par contre, 2 blessures. Et les lanciers gobelins, ils font combien finalement? Ils font combien? Ils ajoutent juste leur force. Il y aura même les guerriers au monde se trouvant dans la case. D'accord. Ok. Donc 1 plus la force 3, 4 OT, 2, 3. Il fait perdre 1 point d'endurance à Thoralion le Véloce qui tombe à 10. Donc, a priori, le gobelin archer doit faire donc 5 ou plus, hein, il semblerait. Allez, c'est parti. Il fait 5 l'enfoiré. Il fait 5 et il fait 4. Donc 4 plus 1, 5. OT 2, 3, on est à 2. Et donc Thoralion tombe à 8 points. Talion, le Véloce, tombe à 8 points de vie. Eh bien, on est en train de prendre cher, les amis. De suite, on est en train de prendre cher. Le dernier archer gobelin va tenter de toucher notre ami magicien. Cependant, il est au corps à corps. Alors, donc, il va reculer. Il recule, hop. Et il va tenter de toucher. Ah, 5 plus, c'est parti. Ah, il fait 1, donc il ne touche pas. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc, il ne touche pas. Ok. Donc, Power Phase, les amis. Phase de pouvoir. Espérons ne pas faire un 1-4, ce qui est pas mal. Hein. Ce qui est pas mal parce que ça représente les pouvoirs du magicien qui va d'emblée de jeu utiliser 2 mains bénies d'affilée. À savoir que le magicien, il peut utiliser ses sortilèges, à part les sortilèges d'attaque, quand il veut, même sur une phase de monstre, une phase d'autres guerriers, il peut utiliser quand il veut ses sortilèges et autant de fois qu'il le peut. Alors ça c'est fort. Donc il va utiliser 2 fois main bénie sur tout le groupe et tout le monde va récupérer 2 points de vie. Donc le nain remonte à 10. L'elfe monte à 10 à concurrence de 12. Donc ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Chalidor lui-même revient à 10. Attendez. Vous murmurez doucement, les guerriers, y compris vous-même. Voilà, c'est bien ça. Et Calédor, le barbare, musculeux et huilé, revient à 12, les amis. Donc ça, c'est très très bien. Ok. Waouh. Ça, c'était la phase de pouvoir. La phase des guerriers, à présent. Alors, à nouveau, nous allons voir si le barbare est berserk. Allez, c'est parti. Ouais, 3, non, il ne l'est pas.
Alors bon, en même temps, ça évite qu'il fasse trop de conneries. Ok, il va tenter de toucher le lancier qui est ici. S'il le tue d'un coup, il peut venir toucher le deuxième lancier qui est ici. S'il le tue d'un coup, d'un seul, il a le droit de rejouer immédiatement. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres joueurs. En tout cas, lui c'est comme ça qu'il joue. Ok. Donc, il doit faire, on a dit, pour toucher 4. Non. Non, il doit faire 3. 3 ou plus, les amis. C'est parti. Allez, allez. 1. Oh là là là, il fait 1 et 1. C'est un échec critique cuisant, donc il ne touche rien du tout. Heureusement, ce n'est pas sa phase de berserk, donc bon... En sentir plus ou moins bien, c'est une catastrophe. Hein. Le barbare, là, dans l'immédiat, il a fait perdre... Il a touché ses copains, et puis là, il tape dans le mur, quoi. Il tape dans le mur, son épée prend un choc, et le bruit métallique résonne dans les couloirs. Ce qui n'est pas bon non plus, hein, pour avertir les petits copains gobelins. Voilà. Bon, ben c'est une blague, hein, c'est une blague. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? D'ailleurs, j'avais dit que je commencerai par l'elfe, qui a une plus grande initiative, mais je ne l'ai pas fait. Ok, l'elfe, lui, va devoir faire 3 ou plus également. C'est parti. Au corps à corps, il fait 4. 4 et 1. Il fait 4 de blessures, ôté de 3. Il ôte 1 point de vie simplement. Putain, ça tire en longueur, hein, pour des petits gobelins. Ça tire en longueur. Et donc, voilà, il reste 1 point de vie à ce gobelin, ici. Ça tire beaucoup trop en longueur, à mon avis. C'est quand même n'importe quoi. Très bien, très bien. Est-ce qu'il se déplace? Je pense que ce serait une bonne chose, parce qu'il irait bloquer le lancier, là. Je ne sais pas. Non. Non, il ne se déplace pas. On va faire jouer donc le magicien, qui lui va venir au contact du gobelin archer ici. Alors là, on considère qu'il n'y a pas de marge, hein. C'est contact, hein, entre les deux sections. Voilà. Allez. Le magicien donc doit faire 4 ou plus, lui, hein, avec son épée. Il fait 2, il ne touchera pas du tout. Malheureusement, il ne touchera pas du tout. Et il n'a plus de points de pouvoir en réserve, puisque j'ai tout utilisé. Et il me reste les 3 points de pouvoir de réserve, mais les points courants, je n'en ai plus. Ok, le nain va venir ici et va tenter de toucher à son tour. Hein. Il va falloir faire quand même quelque chose, les gars, parce que là, quand même, vous faites rire la cour. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ah, c'est une catastrophe. Hein. 3 ou plus pour le nain. C'est parti. Ah, 6 et 6. Ouh là 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 là. Là, ça fait mal. Deuxième dé pour voir s'il fait 6. Il fait un re-6. Il fracasse. Il fracasse. Il y a du jus de gobelin. Ouh, Ah ouais, là, il y a du jus de gobelin partout. Ouf, ouf, ouf. Réussite critique de chez Réussite critique. Ouh, là, ça devient juteux. Ça devient juteux. On va sortir quelques petits dés rouges, histoire de voir un petit peu, voilà, en réserve. Ok, donc le nain a abattu 2 archers gobelins qu'on met sur sa fiche pour ensuite pouvoir calculer les pièces d'or qu'il cumulera, les copains. Alors, c'est pas mal, c'est sympathique. Jusque-là, moi, je trouve que c'est un jeu plutôt sympathique. C'est rigolo, parce qu'il faut prendre son temps, il faut réfléchir quand même. C'est cool. Donc, phase des monstres à présent. Allez. Et à nouveau,
Le lancier gobelin ici va essayer de toucher le barbare qui chasse les mouches depuis le début, hein, très clairement. Donc notre ami barbare, il a capacité de combat de 3, donc 4 et plus pour le lancier. Allez, c'est parti. 6. Putain, eux ils font des vrais jets, hein, quand même. Et là ils font donc 2 plus 6. Non, 2, ça fait 3. Et en endurance, notre barbare il a 4. Donc il ne lui fait rien du tout. La lance vient s'en mêler dans sa peau de bête, les amis. Et son endurance est carrément, lui sauve la peau. C'est le moins ce qu'on puisse dire. Très bien. Très bien. Ok. Alors. L'archer ici doit faire 5 ou plus. C'est parti. Que les règles commencent à rentrer. Donc il fait 3. Il loupe complètement sa cible. Le lancier ici doit donc faire 4. Normalement c'est ça. Hein. Je crois que c'est 4 tout le temps. De toute façon, enfin au début c'est comme ça quoi. J'essaie d'assimiler les règles et de trouver des automatismes, les amis. Allez, c'est parti. Donc il fait 3. Il ne touche pas. Il ne touche pas. Les amis, c'est très très bien. L'archer derrière va tenter sa chance. 5 ou plus. Il fait 5. Et il fait 6 derrière. Alors. Chaque fois qu'un adversaire touche l'elfe, peut tenter d'esquiver le coup. Alors si je fais 6 derrière, j'esquive. Ah, 5. Non. Donc il fait 6. Et là ça fait mal hein, quand même. 6 plus 1, 7. ôté de 3. Il perd 4 points de vie. Talion le véloce tombe à 6 points de vie. Là ça fait mal. Hein. Ça fait mal aux miches. Très clairement. Ça fait très très mal. Donc ok. Nous avons passé la phase des monstres les amis. Nous allons repartir sur une phase de pouvoir. J'espère que nous allons pas faire 1. Ouais. Pas de 1, non, 3. Ça va. 3. C'est pas mal. Le sorcier va réutiliser main bénie, les amis. Et utiliser donc 2 points de pouvoir. Il lui reste 1. Et chacun des héros va reprendre 1 point de vie. Notamment Talion qui va remonter à 7 au lieu de 6. Et tout le monde est au max après. Hein. Mais Talion en avait bien besoin. Très bien. Phase des guerriers donc. Après la phase du pouvoir. Phase de guerrier. Et on va faire jouer l'elfe. Donc il y a une initiative plus grande que le barbare. Peut-être que dans cet ordre le barbare arrêtera de chasser les mouches. Parce que ça commence à bien faire. Ça commence à devenir burlesque. 3 ou plus au corps à corps. C'est parti. 4 et 5. Bien Talion. Talion qui fait 5, 6, 7, 8 de dégâts. ôté de 3. Ben, on a compris que ce lancier était mort. Les amis. En plus, il ne lui restait que 1 point de vie, vraisemblablement. Très bien. Il tue d'un coup. Donc question, est-ce que il peut continuer à frapper ou est-ce que cette règle ne concerne que le barbare? Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est la règle de combat, ça. Alors, coup mortel. Tuer un monstre en un seul coup. Parfois, un guerrier touchera un monstre si durement qu'il le tuera du premier coup. Lorsque cela arrive, il peut continuer son attaque contre le monstre suivant, obtenant ainsi une chance de le tuer. Très bien. Donc, cette seconde attaque représente l'élan de l'épée du guerrier qui fauche les ennemis.
S'il y a un autre monstre dans une case adjacente à la cible initiale du guerrier et qui se trouve à portée de son attaque, l'épée continuant sur sa lancée peut également le toucher. Et ça, c'est la règle du coup mortel. Donc ici, ce gobelin lancier est adjacent en diagonale à l'elfe, qui était lui-même adjacent à la cible qu'il vient de tuer en un seul coup. Donc il peut continuer, son épée est dans le mouvement, et donc il... Seconde attaque, donc de l'elfe sur le gobelin ici. C'est parti. Donc 3 ou plus. Ah non, là, ça ne passera pas. Il ne fera que 1, les amis. Mais c'était bien essayé. Pourquoi pas? Voilà, c'était cette règle. Donc elle s'applique à tous les guerriers, non pas que aux barbares. Hein. Alors le barbare, maintenant, parlons-en, hein, puisque voilà, hein, il a la deuxième initiative la plus haute. On va le faire dans l'ordre, comme ça, hein, ce sera bien. Le barbare. Allez, montre-nous, barbare, ce que tu sais faire. Les coups mortels, je pense que tu connais. Mon petit gars, va falloir y aller. 3 ou plus, c'est parti. Alors, il fait 5 et 5, plus 4, il fait 9 de blessures. Il tue d'un coup le premier lancier. Ok. Donc, il a déjà une cible d'abattu. Par contre, est-ce qu'il peut... Non, il ne se déplace pas. Les monstres ne peuvent pas faire de coups mortels. Et vu qu'il n'est pas adjacent au prochain monstre, le barbare ne peut pas continuer à viser. Donc son épée a fait un arc de cercle, a buté le premier gobelin, mais ne pourra pas toucher les deux autres. Ok. Cependant, le barbare peut peut-être avancer d'une case ici, ce qui va empêcher ce gobelin archer de tirer. Et ce qui va permettre peut-être au magicien 1, 2, 3, 4 de venir ici. Pour la troisième tentative. 1, 2, 3, 4 ici. Si je ne m'abuse, je suis bon. Les amis, alors, comme dit, vous me corrigerez dans les commentaires. Hein, si je fais des conneries, c'est ma toute première partie, donc j'essaie de jouer au mieux. Plus c'est long, plus c'est bon. Donc lui, il doit faire 4 ou plus, ouais, c'est vrai. Il est un tout petit peu moins agile que le reste de la troupe. Il fait 6 et 6. Ouh, ça pique, ça pique, ça pique. Et regardez, parce que, bon ben là, 6 plus 3, 7, 8, 9, bon, il nique le gobelin ici. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Et il continue, puisque le gobelin d'à côté est à portée. Hein. C'est le fameux coup mortel, hein, les amis. Allez, c'est parti. Et là, il ne fait que 1 et 1. Donc, il loupe complètement la deuxième attaque. Bon, très bien. Très bien, très bien, très bien. Le nain va revenir. 1, 2, 3, 4. Il va revenir ici. Non, il va s'arrêter là, le nain. On sait-on jamais. Phase de monstre, les amis. Phase de monstre. Ok. Le gobelin, donc, archer, va faire ce qu'il peut. Et là, pour le coup, il fait quoi? Parce que... est-ce que... combat 2... Comment il se bat hormis son arc? Parce qu'en fait, il peut rien faire et il ne peut pas explorer à notre place, lui.
Il ne peut pas bouger, donc est-ce qu'il peut attaquer là? Il peut pas attaquer. Allez, on va sortir la caméra pour voir le ralenti. Non, je ne sais pas. Bon, pour moi, il ne peut pas attaquer. Il ne peut pas attaquer, il est adjacent. Et sur sa carte, il n'y a pas écrit qu'il puisse attaquer au corps à corps. Point de vie, mouvement, combat, force, endurance, attaque. Alors, je vais regarder les règles rapidement. Si, il va pouvoir, effectivement, on va juste additionner sa force. Donc, si jamais il touche. Et donc, il doit faire... Il veut toucher au corps à corps le barbare. Qui a 3 de capacité de combat. Donc il doit faire 4 ou plus, le nain de jardin. Là. Allez, c'est parti. Il fait 6 et 5, cet enfoiré. Donc il touche parfaitement. Et en plus, il va ajouter 5, 6, 7, 8. Il fait 8. Moins 4. Il fait perdre 4 points d'endurance. Vous y croyez pas. À Calédor. Qui tombe à 8 points de vie. Oh là 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 là. Quel enfer. Ce petit gobelin qui lui a coupé les couilles, quoi. Oh là là, mon gars. Le courage de ce lutin vert. Très bien. Phase de monstre terminée. Phase de pouvoir à nouveau. Et c'est là que les atteignants s'atteignirent. 3. Ouf, on s'en sort bien encore une fois. Et là, vous serrez les fesses pour pas faire 1, je vous le dis. C'est un truc de fou, quoi. Ok, 3. Donc, le magicien, encore une fois, va faire une main bénie sur tout le groupe. Ce qui fait que Talion va remonter à 8 au lieu de 7. Ah oui, non, mais de suite, hein, on va pas rigoler. Et Calédor, le furieux, va remonter à 9. Et il grogne de plaisir. Oh, s'ébroue comme un ours. Ça lui fait un tout petit peu de bien, mais sans plus. Bon. C'est déjà ça. Nous n'avons plus que 1 en pouvoir courant. Mais ça aura bien servi quand même. Allez, le barbare, c'est parti. Arrêtons de rêvasser. Allez, finissons-en. 1. Ah non, attendez, non, une fois de plus, je fais n'importe quoi. Déjà, ce serait à l'elfe de jouer, mais il ne peut pas passer. Et je crois qu'il ne peut pas tirer parce qu'il est... bon, il n'est pas bloqué, mais... Si, il fait... Non, il peut pas passer... Est-ce qu'il peut tirer comme ça à travers ses copains, l'elfe? Je sais pas. Hein. Alors, attendez, je regarde. Ouais, donc il peut tirer l'elfe, hein, parce qu'il bloqué, c'est contre un ennemi. Mais contre ses copains, il peut tirer. Donc, il peut tenter de faire, donc... de faire mouche à l'arc, les amis. Ah oui, plus 4, il doit faire, hein, c'est ça. Voilà, c'est parti. Alors, plus 4, l'elfe, 5, bien. 5, 2, et donc il touche avec 2, 3, 5, ôté de 3, 2, il réussit à tuer le gobelin, ici. Alors ça c'est pas mal. Regardez où on en est les amis, et donc l'elfe a tiré à l'arc, hein, comme ça, et il a bousillé le gobelin. Donc ça c'est bien, ça c'est très bien, puisque nous avons tous récolté une certaine somme de pièces d'or. Torogrim Gurnisson a fait un beau petit carton, il a 40 pièces d'or. Talion, il a 40 pièces d'or également. Et les restes, ils ont 20 pour
pour le sorcier et 20 pour le barbare. Et de plus, nous allons pouvoir tirer une carte trésor, puisque nous avons résolu une carte événement, les amis. Parchemin de séisme. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce parchemin poussiéreux est couvert de runes et de glyphes magiques, détenteurs d'antiques mots de pouvoir. Ce parchemin peut être utilisé à tout moment et cause l'effondrement d'une zone de 2 cases sur 2 d'une section de donjon. Utilisez le pion d'éboulement pour marquer la zone affectée. Ouais, mais 2 cases sur 2, faut le faire dans une pièce, quoi. Surtout pas dans un couloir, quoi. Tout guerrier ou monstre se trouvant dans la zone affectée subit 2d6 blessures sans modificateur d'endurance ou d'armure. Valeur 200 pièces d'or, les amis. Voilà. Donc à utiliser uniquement dans les salles, parce que dans les couloirs, eh bien, 2 sur 2, ça fait 4 cases. Voilà. Donc on va donner ça à notre ami magicien. Et nous sommes repartis sur une phase donc de pouvoir, il me semble, avant de déplacer les guerriers. Allez, c'est parti. Pouvoir 5, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Allez, 1, 2, les guerriers progressent, les amis. Et nous recommençons sur un nouveau tour. Donc, exploration de donjon. C'est parti. La cellule, les amis, la cellule. Ouh là là, et là, ça risque de chier. Très bien, très bien, très bien. Donc, à partir de là, nous avons certainement une phase de pouvoir, une phase de guerrier. En entrant ici, nous allons tirer une carte événement. Nous allons certainement tomber sur des monstres. Et on verra, les amis. Alors, phase de pouvoir. 4. Pas mal, pas mal. On va dire que c'est pas mal. Le guerrier rentre ici. 1, 2. Le barbare, du moins. Le magicien. 1, 2, 3. Va se mettre dans l'angle. L'elfe. 1, 2, 3, 4. Va se mettre ici. 1, 2. Et le nain va se mettre ici. Voilà, c'est ce qu'on appelle la technique de la cage. Comme vous pouvez le voir, les amis, notre ami magicien est dans l'angle. Et ainsi, nous pouvons le protéger. C'est une technique bien connue, a priori. Je l'ai lu. Ça fait quelques semaines que j'étudie, hein, je vous le dis, moi. Alors, le peu de lumière qui éclaire cette pièce semble être absorbé par son carrelage d'un bleu abyssal. Ok. Événement, c'est parti. Fosse au serpent, les amis. Qu'est-ce que c'est que ça? Fosse au serpent. Alors, le sol est couvert de serpents qui se glissent entre les jambes des guerriers. S'ils ne se déplacent pas avec d'extrêmes précautions, les guerriers risquent d'être mordus. Lancez un des 6 quand un guerrier se déplace d'une case. D'une seule case. Sur un résultat de 1, il est mordu par un serpent et subit une blessure. Ces serpents étant venimeux, reportez-vous à la règle sur le poison, page 84 du livre des règles avancées. Tous les monstres du donjon sont habitués aux serpents et peuvent se déplacer sans inconvénient. Très bien. Cependant, on ne nous signale pas de retirer une carte événement derrière. Donc il va falloir sortir de là. Sortir de là avec précaution. Ok. Ok. Donc. Aïe aïe aïe. Bon. Notre ami barbare se déplace d'une case et tire un dé. Il fait 3. Il ne se fait pas mordre par des serpents.
2 cases, il retire un dé. 3, il s'en sort bien. Notre ami nain fait de même. D'une case, il tire un dé. 6, tout se passe bien. Une deuxième case. 3, il ne bouge plus. Les serpents coulissent le long des jambes et des bottes en cuir des guerriers. C'est une horreur. Le magicien, il se déplace de 1. Il fait 6. Tout se passe bien. Il se déplace de 1 supplémentaire. Il fait 1. Aïe, 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 aïe. Il fait 1, les amis. Et là, malheureusement, je pense que... page 84. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Poison, c'est ça. C'est la règle du poison. Voilà, c'est ça. Certains monstres ont des attaques empoisonnées. Si les points de vie d'un guerrier sont réduits à 0 par une attaque empoisonnée, sa force est réduite de -1 de façon permanente lorsqu'il revient à 1 point de vie ou plus. Attendez, j'ai pas très bien compris en fait, clairement. Certains monstres ont des attaques empoisonnées. Si les points de vie d'un guerrier sont réduits à 0 par une attaque empoisonnée, sa force est réduite de -1 de façon permanente lorsqu'il revient à 1 point de vie ou plus. Si un guerrier voit son endurance réduite à 0, il est tué et retiré de la partie. Oui, mais encore. Alors c'est bien le poison, hein, c'est ça. Donc... poison, poison, poison. Ok. Je n'en sais pas plus, hein, les amis. Page 84, hein, donc je suis sur le coup ici. Voyez par vous-même. Vous pouvez faire pause. Voilà, c'est ce qu'indiquait la carte, mais je ne comprends glorieusement pas comment j'applique les dégâts subis. L'ancien D6, quand un guerrier se déplace d'une case sur un résultat de 1, il est mordu par un serpent et subit une blessure. Ces serpents étant venimeux, reportez-vous à la règle sur le poison. Il subit une blessure, donc il subit 1 point de vie, c'est ça? Et si jamais, certainement, si les points de vie d'un guerrier sont réduits à 0 par une attaque empoisonnée, sa force est réduite de -1 de façon permanente lorsqu'il revient à 1 point de vie ou plus. Si un guerrier voit son endurance réduite à 0, il est tué et retiré de la partie. Donc il semblerait que je tombe à... je perde 1 point de vie, quoi. Voilà. Donc je tombe à 9 points de vie pour le sorcier. Ok. Talion, pied léger, va tenter de... il fait 2, voilà, justement. Il fait 2, donc il se déplace de 1. Il va se redéplacer de 1. Il fait 5, donc il n'est pas mordu. Donc Talion est arrivé ici sans trop de dommages. Il va se déplacer encore de 1 et va tirer encore un dé. Et nous, et c'est 1, les amis. Donc Talion va perdre 1 point de vie et va revenir à 7 ici. Donc voilà. Est-ce que nous avions fait 4 en point de pouvoir avec le magicien? C'est fort possible. Donc je vais utiliser les mêmes bénis à 2 reprises. Donc utiliser à chaque fois 2 points de magie pour rendre 2 points de vie à chacun de mes héros. Donc Talion remonte
à 9, il était à 7. On essaie de maintenir à flot tous les joueurs. Calédor remonte à 10, il était à 9 aussi. Ah non, à 11, puisqu'il était à 9. Chalidor, lui, il remonte au max. Et Taureau Grim est le seul à ne pas subir trop les affres du donjon dans l'immédiat, les amis. Donc il s'en sort plutôt bien. Nous allons encore explorer le lieu suivant. Puis nous nous arrêterons pour cette première vidéo qui est quand même assez longue. Première partie, les amis. Donc nous allons explorer encore une fois carte donjon ici. Et nous arrivons dans le cercle cabalistique, les amis. Cercle cabalistique. Voilà le cercle cabalistique. Donc ça, c'était la phase d'exploration. Phase de pouvoir. Il me semble. Allez, c'est parti. Phase de pouvoir 5. Donc ça, c'est pas mal. On a 5 pour le magicien. Et nous allons pénétrer de 1 ici pour le barbare. Ici, le nain va faire 1, va tirer un des 6. Il va faire 5, les amis. Donc, il n'est pas mordu par les serpents. 2, 3, 4 ici. L'elfe, lui, va venir ensuite. Ce n'était pas au nain de jouer, mais ce n'est pas grave. L'elfe va venir ici avec 2 de déplacement. Le magicien, lui, va venir 1, 2, 3, 4 dans l'angle là-bas. Ici. Donc en faisant 1, 2, 3 et 4. Et il va tirer un des 6 pour voir s'il a été mordu par les serpents. Et c'est un 3, les amis. Donc ça se passe plutôt bien pour lui. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc, ce que nous allons faire, c'est que d'ores et déjà, les amis, avec les 5 points de pouvoir du magicien, celui-ci va relancer une main bénite sur tout le monde. Il relance une main bénite sur tout le monde. Donc, ce qui fait que Calédor, lui, remonte à 12 points de vie. Il est au maximum. Talion remonte à 10. Et il ne reste plus que 3 points de magie pour le magicien. Ok, très bien. Ça, c'était effectivement la phase de pouvoir. La phase d'exploration, nous avons une carte événement. C'est parti. Donc ça, c'est la phase encore... ça sera la phase des guerriers après, les amis. Mur coulissant. Qu'est-ce que c'est que ça? À peine les guerriers viennent-ils de pénétrer dans la salle qu'un mur se met à glisser derrière eux pour en condamner l'accès. À moins qu'un guerrier ne bloque rapidement ce mur avec une arme ou une barre de métal, la sortie du donjon sera condamnée de la même façon qu'avec un éboulement. Tirez immédiatement une autre carte événement. Aïe, 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 aïe. Alors, je pense que l'elfe va sacrifier son épée, puisqu'il a son arc. C'est le mieux qu'on ait à faire. Hein. Il va sacrifier son épée, l'elfe, pour bloquer le mur coulissant. De manière à ce que on ne soit pas emmuré vivant. Tout simplement. Parce que sinon, ça sent les orties.
Ça sent le sapin. Voilà, donc l'elfe n'a plus d'épée. Donc on va le noter. On va le noter. L'elfe a perdu son épée. Les choses se compliquent, les amis. Et oui. Alors c'est des cartes hein, qui font partie d'extensions que j'ai quand même voulu mettre dans le, dans le deck événement. Et donc voilà où on en est, quoi. Donc notre fameux voleur a le réflexe de placer son épée dans l'angle, ce qui va bloquer le mur coulissant et permettre à nos héros de repartir le cas échéant. Je fais ça s'il faut, à la fin il y a une ouverture, mais enfin bon, c'est pas grave. Nouvelle carte événement, les amis. Ossement cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est? Le sol de cette pièce est couvert de crânes et d'ossements au travers desquels on peut percevoir l'éclat de l'or. Ça c'est pas mal. Alors que les guerriers ramassent l'or, lancez un des 6. Allez, c'est parti. On fait 3, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Illusion. Dans un éclair aveuglant, les ossements et l'or disparaissent. Tirez immédiatement une autre carte événement. Voilà. Eh ben, voilà. Hein. C'est quand même la cour des miracles, hein, pour du con. Alors, voilà. Un des 6 orques et un des 6 archers orques. Ok. Les choses vont peut-être se corser un petit peu. Bien, c'est parti. On va placer donc les orques. Restera la phase des guerriers, les amis, et on se laissera là. On va placer un des 6 orques. C'est parti. Donc, 5 orques. Est-ce que ça va se compliquer? Je vous le demande. Alors, on a un orc ici. Un orc là qui peut toucher le magicien. Un orc qui peut toucher le barbare. Un orc pour l'elfe. Et le 5e orc, on va tirer les petits jetons ici que je mélange le mieux possible. Véritablement, il faudra avoir une petite bourse dans lesquelles on pioche dedans sans regarder, hein, parce que là c'est un petit peu... Et c'est le magicien qui va se taper le 2e orc normalement, sauf que ben, on va le mettre là, hein. On va le mettre là et considérer qu'il peut taper le magicien. Et donc nous avons un des 6 archers orques supplémentaires, 4 archers orques. Là ça commence à faire beaucoup. Au moins on n'a pas à réfléchir beaucoup. Tac, un archer orc ici. Un archer orc pour l'elfe. Pour pour le nain. Et un deuxième ici. Il faut pas qu'il soit bloqué, hein, les orques, hein, de toute façon. Pour le magicien. Voilà. Les amis, nous en sommes là. Ce sera la phase des guerriers la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Si j'ai fait la moindre erreur, n'hésitez pas à me reprendre, parce que j'aimerais bien apprendre à jouer correctement ce jeu, qui est somme toute bien sympathique. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Je remercie d'ailleurs les tout nouveaux abonnés arrivés sur la chaîne. Hein. C'est très sympathique de la part de tout le monde de s'abonner. Donc c'est cool. Voilà. On se retrouve prochainement pour la suite. Chez moi il est un petit peu tard là, il va être 1 h du matin. Je vais m'arrêter. Je vais me reposer. Et puis demain est un autre jour, les amis. Donc on sera sur la phase des guerriers. Et ce sera aux guerriers donc d'attaquer. Et on tentera de venir à bout
de ces orques alors que je n'ai même pas mis de porte de sortie ici. On sait que Talion a perdu son épée en bloquant un mur coulissant qui, héroïquement, hein, parce que sinon les héros allaient être emmurés vivants, mais il n'a pas voulu sauver ses camarades, il a voulu juste se sauver lui-même, je pense. Hein. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, bien sûr. Et voilà les amis, on s'en est plutôt bien sorti, j'imagine, jusque-là. Cela ne veut pas dire que ça va continuer. Il va nous falloir quand même de la chance. Fort heureusement, notre ami sorcier a même béni, ce qui a quand même eu beaucoup jusque-là de positivité. Là aussi, hein, les sortilèges, vous lirez sur les règles, normalement, je ne me trompe pas. On peut les lancer plusieurs fois. Autant de fois que l'on a de points de pouvoir, que l'on décide de dépenser de points de pouvoir finalement. Donc voilà, normalement, je suis pas tout à fait dans le faux. Enfin, si c'est le cas, vous me direz dans les commentaires si j'ai fait fausse route quelque part. N'hésitez pas les amis. Des bisous, à la prochaine.